Merci à tous de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de Parlons Banque, votre magazine porté sur l'univers de finance ou alors l'univers bancaire. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un sujet assez particulier, un sujet qui touche un grand nombre de la population. Il s'agit donc là des réalités de la RDC sur la bancarisation de la paie des agents de l'État. Je vous laisse entrer en profondeur à travers cet état de lieu. La suite, c'est dans un instant. Ne bougez surtout pas. 10 ans après la bancarisation de la paye en RDC, le système a permis à réduire des fraudes et d'améliorer la traçabilité des salaires, surtout en ville, où les virements bancaires et les mobile money fonctionnent mieux. Dans les zones reculées, le retard persiste à cause du manque d'agences, des coupures réseau et des erreurs de données. Beaucoup d'agences parcourent des longues distances et payent des frais élevés pour retirer leur salaire. Les priorités par la suite sont d'étendre les réseaux mobile money, baisser les coûts des transactions, fiabiliser les données RH et accélérer les traitements des réclamations afin que chaque agent reçoive sa paye à temps où qu'il soit. Allez, de retour sur ce plateau, après vous être imprégné de notre sujet ou alors thème de la semaine, laissons place à l'entrée en profondeur avec notre thème, avec notre invité du jour qui est chercheur indépendant de questions monétaires, Monsieur Benjamin Congolo. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir madame, je suis heureux encore une fois de plus de partager votre plateau. C'est vraiment un plaisir pour moi. Nous également. Alors aujourd'hui, on parle de la bancarisation de la paye des agents congolais. S'il faudrait faire un bilan de cette bancarisation aujourd'hui dans notre pays, quels seraient ces bilans? Oui, pour faire le bilan Partons de votre œil. Oui, pour faire le bilan de la bancarisation, nous devons d'abord savoir pourquoi la bancarisation elle a été mise à jour, elle a été appliquée en RDC. Donc si nous allons par rapport aux objectifs pour lesquels la bancarisation a été instaurée en RDC, vous trouvez que c'était pour sécuriser les moyens de paiement, c'était pour lutter contre les agents fictifs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une semaine passée, si vous avez suivi les informations, le ministre de la fonction publique a fait état de plus de 700 000 agents fictifs. Oui. Et de l'autre côté, également, IGF en a parlé. Donc, du point de vue la lutte contre les agents fictifs, nous ne pouvons pas dire que cette politique, que j'appellerais la politique de la bancarisation des agents de la paie des agents en fonction de l'État n'a pas été efficace. Mais de l'autre côté, si nous voulons, nous pouvons mesurer ça par rapport à la sécurisation des salaires des agents. Nous pouvons dire que là-dessus, il y a au moins certaines améliorations parce que les agents gagnent ce qui leur a été, ce qui leur sont dus. Hein. Okay. Donc, ils gagnent. Les résultats sont un peu mitigés par rapport à cela. Alors, au niveau des agents fictifs, vous avez dit qu'on peine toujours à réguler de ce côté-là. Malgré la bancarisation. Malgré la bancarisation, les agents fictifs persistent toujours et selon les informations que nous avons reçues, il y a une personne qui a au moins plus de 2000 comptes. Donc la bancarisation n'a pas résolu les problèmes les plus qui frappent vraiment ce système-là depuis plusieurs années. Et les problèmes de retard de paiement, surtout à l'intérieur du pays. Est-ce que cette bancarisation-là a su pallier à ce problème? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les agents, surtout à l'intérieur du pays, peinent à recevoir leur dû à temps. Donc, le problème des agents, surtout ceux qui sont dans des milieux un peu les milieux régaux, nous devons d'abord savoir que la structure de l'économie congolaise, pardon, pas de l'économie, la géographie de la RDC pose problème. Nous avons à peine 15 banques qui ne sont qu'installées dans des grandes villes. Les banques ne peuvent s'installer dans les milieux ruraux que s'ils trouvent intérêt. D'où ceux qui habitent les milieux ont du mal, ont des problèmes sérieux pour entrer en... Même pour pallier cela, le gouvernement a instauré certains mécanismes pour pallier à ces problèmes. C'est le paiement par les mobile banking. Mais là-dessus, le problème n'est pas seulement résolu parce que la circulation monétaire dans des villages, appelons les villages, n'est pas la même que la circulation monétaire dans les grandes villes. De l'autre côté, on vit souvent avec la méthode des troncs ou bien on n'a pas besoin d'acheter tout ce que nous consommons. Ils entrechangent, ils accueillent. Même si vous avez l'argent dans votre compte Mobile Money, comment vous devez le faire sortir? Comment retirer? D'où ça pose toujours des sérieux problèmes par rapport à la paye des agents au milieu régaux, quand bien même certaines stratégies mises en œuvre par les autorités, mais ça pose toujours problème. Donc, nous ne pouvons pas dire que la bancarisation a amélioré les salaires de l'autre côté. Non, là, nous sommes encore en retard.
Selon vous, c'était quoi le but principal de la bancarisation ici dans notre pays? Est-ce que ce but a été atteint partant de la définition même du mot bancarisation? Oui, partant de la bancarisation, du mot bancarisation, c'est l'usage ou l'utilisation des services bancaires en allant d'une part collecte de l'épargne, octroyer les crédits et la gestion des moyens de paiement. Mais jusque-là, la bancarisation en RDC est plus utilisée qu'en termes de gestion des moyens de paiement. Donc, nous l'utilisons que pour payer les agents, les agents de la fonction publique et autres services. Mais de l'autre côté, est-ce que la bancarisation favorise les crédits? Même les agents et fonctionnaires de l'État qui ont un numéro de compte, qui sont payés par cela, est-ce qu'ils ont accès au crédit? Donc, la bancarisation devrait en principe être un déterminant du développement d'une économie. Mais la nôtre peine encore à développer l'économie, parce qu'à peine nous avons les taux de la bancarisation de la RDC oscille autour de 15%. D'où nous ne pouvons pas dire que la bancarisation, la manière dont elle a été conçue, c'était pour développer l'économie. Mais non, elle a été juste conçue pour payer les agents et fonctionnaires de l'État, pas autre chose. Où se situe le problème selon vous? C'est au niveau de l'État qui n'a pas assez, on va dire, assez informé la population ou alors les agents, ces agents, ou alors c'est au niveau de la population qui ne s'est pas approchée pour écouter les différents services bancaires qu'offrent ces banques-là? En fait, si nous pouvons un peu établir la responsabilité, nous dirons que la responsabilité incombe à tout le monde, à chaque personne. Parce que du côté de l'État, l'État devrait en principe sécuriser les systèmes financiers. C'est dans ses attributions à travers la Banque centrale. D'où les agents je peux parler de la population, devraient avoir confiance que même si je suis ici, mon argent dans une banque est bel et bien sécurisé. Mais beaucoup de Congolais sont encore méfiants compte tenu de certaines choses qui se sont passées dans ce pays. Si vous prenez la décennie 90, il y avait plusieurs comportements, même récemment ici avec la faillite de la BIAC. Beaucoup de gens ont eu du mal à retirer ce qu'ils avaient. Oui. D'où aujourd'hui, beaucoup de Congolais n'ont pas confiance à la banque. D'où les rôles incombent à l'État de mettre en pratique certains mécanismes qui peuvent inciter la population à avoir plus confiance. Et également, la population de leur côté, cette culture bancaire n'est pas vraiment congolaise. Okay. Et pourtant, donc, si aujourd'hui, à travers des formations comme, je dirais, l'usage de certaines activités liées à la banque, ça peut également inciter la population à avoir cette habitude-là d'avoir un compte bancaire, de demander les crédits auprès d'une banque. Ce sont des facteurs mis en œuvre pour développer une nation. D'où, si nous pouvons résumer par rapport à cela, nous pouvons dire que la responsabilité est partagée. Si chaque Congolais, d'une part, les autorités mettent des politiques adaptées pour sécuriser l'argent des Congolais, et de l'autre côté, nous autres, nous faisons confiance à la banque, nous pouvons un peu améliorer la bancarisation en RDC. Alors du côté de la population, c'est vrai que vous avez mentionné le fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on paye les agents de l'État, ils vont juste pour retirer leur argent et puis laisser le compte vide. Moi, je me dis c'est aussi une question de revenus, c'est par rapport à leurs revenus. Vous parlez des crédits. Pour avoir un crédit, il faudra avoir quand même un soubassement. Et aujourd'hui, si les revenus n'est pas consistant, c'est difficile d'accéder à un crédit. Effectivement, parce que là-dessus, il y a plusieurs aussi, je peux aussi évoquer plusieurs raisons. Vous avez évoqué une raison. Il y a, si nous parlons de l'épargne par définition, c'est les revenus non consommés. C'est-à-dire que votre revenu est supérieur à votre consommation. Mais si nous regardons les revenus des Congolais, il est difficile de voir que ces revenus est en dessous de la consommation. D'où il est difficile pour un Congolais de constituer l'épargne. De l'autre côté, et puis les agents, certaines personnes, leurs revenus, au moins leur permettent aussi de constituer l'épargne. Mais ces personnes-là n'ont pas confiance au système bancaire. Ils pensent surtout avec les comptes salaires, ils pensent que si vous laissez quelque chose là-bas, l'État ou bien la banque risque de l'utiliser. Okay. D'où nous n'avons pas confiance. Sur ce, vous remarquez qu'à chaque fois qu'il y a paye, les banques s'inondent et tout le monde a l'obligation de tout récupérer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'en laissant quelque chose, la banque ou bien l'État va voler. Pourtant, c'est un comportement, en fait,
Ce sont des rumeurs et en réalité, ce n'est pas vrai. Même si vous retirez quelque chose, vous laissez, personne ne peut retirer votre argent qui est sécurisé dans un compte bancaire. Alors, dans des zones rurales, il est quand même difficile de trouver des banques, comme vous l'avez dit. Vous pensez que le service mobile money compense à ce niveau-là? Oui, les services compensent, vrai. S'il compense, oui, mais à quelle hauteur? Est-ce C'est- qu'il n'y a pas des limites par rapport à une banque? Donc, en fait, là-dessus, vous aurez juste, on vous envoie, vous êtes informé que votre argent, vous l'avez reçu. Mais comment les faire sortir? Parce que la circulation monétaire des grandes villes et dans des milieux ruraux ne sont pas le même. Ok. Dans des milieux ruraux, des fois, ils n'ont pas besoin de faire des achats chaque jour. Nous, dans la ville comme à Kinshasa, nous avons besoin, nous achetons chaque jour. Mais de l'autre côté, on n'achète pas. J'ai d'ailleurs visité plusieurs villages vers Bandundu. Des fois, vous vous réveillez un bon matin, vous n'avez rien à acheter. D'où même les services des mobile banking, vous n'avez même pas comment faire les retraits. Ça n'existe pas. D'où ça résout les problèmes, mais pas dans son entièreté. Ok. D'où les problèmes persistent encore pour payer les agents de l'autre côté. Alors, on sait tous que la bancarisation, comme vous l'avez dit, a été mise en place pour arriver à pallier à certains problèmes, entre autres les agents fictifs, la sécurité au niveau des salaires des agents de l'État. Moi, j'aimerais savoir, cette bancarisation-là, ça n'a pas un coût, surtout en termes de frais de transfert, par exemple, de frais de tenue de compte. Est-ce que l'agent perçoit son argent en entièreté ou alors l'agent subit de coûts par rapport à ça? Mais vous savez que euh, les métiers d'une banque, c'est ça. En fait, ils vous facilitent, mais ce n'est pas gratuit. La banque aussi doit gagner. Et parmi les frais que la banque gagne, il y a ce que vous venez de citer, les frais de tenue des comptes et autre chose. Mais il y avait au début, lorsque la bancarisation a été, en fait, au début de la bancarisation, l'État avait pris en charge tous les frais liés au paiement des salaires. Okay. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En fait, les salaires, c'est quoi les frais, tous les frais s'élèvent à, si j'ai une bonne mémoire, c'est 3,6 $. Okay. Mais il y a certains agents qui sont exonérés par rapport à cela. Okay. Notamment, en fait, il y a le militaire ainsi que les policiers, compte tenu de faibles revenus, Oui. dont l'État avait jugé bon pour eux que c'est l'État qui prend en charge les frais de tenue des comptes et d'autres choses. Mais pour les autres fonctionnaires, ils prennent charge. Mais en fait, je martellerai également que ça dépend. Également, les frais de tenue des comptes dépendent également de la manière dont vous voulez retirer votre argent. Et cela dépend également des guichets. Parce que si vous retirez votre salaire dans des guichets automatiques, des distributeurs automatiques, vous n'allez pas payer de la même manière qu'une personne qui retire aux frais dans des guichets à l'intérieur. Et ces frais-là peuvent aller des 4 $, même jusqu'à 15 $. Okay. Tout dépendra d'un compte, ça dépend d'une banque, et puis ça dépend de la manière dont vous voulez retirer votre argent. Okay. Par rapport à votre point de vue, vous ne pensez pas que cette bancarisation a été faite à la hâte? C'est vrai que ça va faire pratiquement 10 ans, mais il devrait peut-être y avoir une formation par rapport aux outils bancaires, qu'aujourd'hui, la plupart des agents de l'État sont des personnes âgées. Ils peinent peut-être à se servir de certains outils bancaires. Vous ne trouvez pas que ça a été fait à la hâte? D'ailleurs, nous sommes en retard. Vraiment en retard. Okay, parce que si nous prenons que la bancarisation de la paye a été, je crois, c'était en 2014, oui. En 2013-2014. Ça fait pratiquement 10 ans. Oui, nous avons. Et pourtant, si nous regardons l'historique du système bancaire congolais, la première banque congolaise en RDC a été installée en 1908. C'était la BCDC. Okay. Depuis 1908 jusqu'en 2014, donc il y a plus de 100 ans que nous avons une banque, mais nous savons encore comment l'utiliser. Déjà, à partir de 1960, l'RDC avait beaucoup de banques. Okay. Et puis jusqu'en 2010, l'RDC avait atteint 22 banques. Donc, 22 banques, c'était déjà suffisant pour que nous apprenions à utiliser les services bancaires. Et putain, parce que les services bancaires, c'est vraiment un service qui est, je dirais, son importance est liée au développement même d'un pays. Parce que pour ceux qui veulent investir, vous devez recourir à une banque. D'où les banques aussi doivent collecter l'épargne. Et c'est une manière pour nous de sécuriser nos moyens au lieu de garder cela à la maison. D'où la banque est vraiment importante pour toutes les économies du monde. Aujourd'hui, nous en avons à peine 15 banques. Et certaines provinces également n'ont même pas de banque.
ça pose des sérieux problèmes pour leur développement. Justement, surtout pour la population qui peine à maîtriser ces outils-là, Oui. dans des zones rurales. Oui, surtout ça aussi, même pour ne pas aller dans des zones rurales, même ici à Kinshasa. Il y a certaines Faites un personnes tour qui dans peinent. dans les distributeurs automatiques, vous allez voir que généralement, ils sont aidés. Mais malheureusement, dans ces cas-là, C'est quoi lorsque qui vous bloque? aidez, C'est à quel niveau que ça bloque? la mentalité. Non. Ok, La d'accord. mentalité également, en fait, notre mentalité, comme nous sommes nés, nous n'avons pas trouvé ces services bancaires. Et puis nos parents, en fait, sont un peu méfiants de l'utiliser parce qu'ils ont vraiment vécu certaines méfiances du système bancaire congolais. Et ils ont vécu, et puis ils nous disent, non, moi je préfère garder mon argent à la maison que mettre dans une banque. Exactement. Parce qu'ils ne l'ont peut-être pas étudié. Ceux qui ont étudié la banque, ils savent l'importance d'une banque dans une économie. Et ce n'est pas seulement à l'État. La banque, ce n'est pas pour l'État. La banque, c'est pour la population. C'est nous qui l'utilisons. Nous constituons des dépôts, nous demandons des crédits, nous l'utilisons avec certains moyens de paiement. Et c'est ça même le développement d'un pays. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport à votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez de l'interconnexion qui existe aujourd'hui entre les banques et les services de télécommunications? Vous pensez que ça facilite ou alors ça garantit une certaine fluidité, surtout en ce qui concerne la bancarisation ou alors les retraits de paiement des agents de l'État? Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est un moyen qu'on peut louer. Aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin de se déplacer pour aller Mais attention, il y a toujours des dépôt. frais qu'on perçoit, Effectivement, donc si vous voulez que les la banques facilité, perçoivent, que c'est de les la même services de manière. télécommunications Ouais, c'est de la même perçoivent. manière. Pour quitter de chez vous, parce que nous n'avons pas de banques partout. Hein. Il y a certaines banques, je ne peux pas citer les noms, ils n'ont que 4 agences peut-être à Kinshasa. Vous habitez comme moi, j'habite de l'autre côté de la ville, vers Mongafou, là où il n'y a pas assez de banques. Donc, si je dois avoir une banque, ma banque se trouve en ville, les coûts de transport, les temps passés. D'où, et si je dois faire les dépôts à travers M-Pesa ou bien Orange Money, vous trouverez que je dois calculer, je dois peser les pour et les contre. Donc, si les coûts de transaction est inférieur au coût des transports, ça vaut la peine. Ça vaut la peine Donc, nous devons mesurer les coûts des transactions des différentes opérations par rapport au coût des transports, par rapport au temps que nous allons perdre, parce que d'ailleurs, pour aller faire un service bancaire, c'est tout un problème, parce que des fois, je suis allé payer les frais d'un enfant dans une banque, j'ai passé pour ça toute la journée. Exactement. Vous voyez que tout ça, ce sont des facteurs qu'on ne peut pas, qu'on peut chercher d'autres moyens pour pallier à cela. Donc, j'ai perdu tout mon temps pour faire une opération de quelques minutes. Exactement. D'où les banques devraient vraiment multiplier leurs agences et certaines stratégies pour faciliter les différentes opérations. Alors tout à l'heure, vous avez dit que les agents de l'État ont peur de laisser leur argent en banque, raison pour laquelle chaque fin du mois, on voit des files d'attente devant les banques parce que les gens ont peur de laisser leur argent. Ils se disent que non, si je laisse, peut-être que l'État va récupérer, peut-être que la banque va piocher dedans. Est-ce qu'il y a des délais précis par rapport à tout ça? Ou alors on peut, voilà, rester calme? Il n'y a pas un délai. Vous pouvez réussir, parce que lorsque nous sommes payés, vous êtes informé que vous êtes payé. Vous recevez un message par votre téléphone que votre compte a été crédité. Et vous n'avez pas besoin d'aller faire de la queue là toute la journée, non. Parce que votre argent restera là parce que c'est pour vous. Vous attendez peut-être ça lorsqu'il y aura plus bien. Mais le problème est que parce que nous n'avons que ça comme revenu. C'est ça le problème. Par exemple, laquelle tout le monde se précipite. Tout le monde se précipite parce que de l'autre côté, vous avez aussi d'autres responsabilités. Les loyers vous attendent, différentes factures de la régie de la SNES vous attendent. Donc, vous êtes obligé d'aller chercher. Et d'autres personnes les font par méfiance. Donc, parce qu'ils pensent qu'il y a un délai. Okay. Or, il n'y a pas un délai. Vous pouvez laisser. Mais l'important, c'est qu'il faut que les comptes soient en mouvement. Parce que comment on détecte un compte qui est effectif? C'est lorsqu'on trouve qu'il y a toujours, il y a entrée, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de mouvement dans ces comptes-là. C'est à ce moment que la banque peut savoir que non, ce compte ici, c'est un compte fictif. Mais on ne vous dit pas qu'un mois, 2 mois que vous n'avez pas retiré votre salaire, qu'on considère carrément votre compte fictif. Non, c'est pas comme ça. Il faut plusieurs mois ou plus. Je sais pas vraiment avec précision, mais il faut plusieurs mois pour qu'on détecte que c'est un compte qui est fictif. Okay. Mais lorsque vous faites peut-être 1, 2 mois, vous n'avez pas retiré. Après 3e mois, vous retirez. 4e mois, vous retirez. Non, là, on ne peut pas considérer votre compte comme étant un compte. Alors, on parle de la bancarisation des agents de l'État. Est-ce qu'il y a un délai? Je vais revenir sur le délai, mais pas pour les paiements des agents de l'État eux-mêmes, c'est-à-dire par rapport aux notifications, mais par rapport à l'État et aux banques.
est-ce qu'il y a un délai d'ordonnancement de la paye jusqu'au crédit? Oui, il y a un délai. Parce qu'en fait, si nous prenons dans la chaîne des dépenses, après les 2 premières étapes, à partir de l'ordonnancement déjà, il y a au moins 3 à 4 jours pour que les agents soient payés. 3 à 4 3 à jours. 4 jours. Mais en fait, ces délais-là peuvent être supérieurs s'il s'agit des milliers un peu plus reculés. Question de Notamment, liquidité pour les oui. banques. Donc, on peut aller jusqu'à maximum 2 semaines. Maximum Donc, 2 semaines entre l'ordonnancement entre de la l'ordonnancement paie et le la paiement, ok. oui. Mais dans des grandes villes comme à Kinshasa, les sièges des institutions, ils n'ont besoin que de 72 heures pour le paiement après ordonnancement. Ces systèmes-là doivent être fiabilisés, non? Est-ce que la banque centrale, on va rester sur la banque centrale, a un rôle à jouer, ou alors le trésor public pour arriver à fiabiliser ces systèmes? Mais les systèmes, au fait, la banque centrale, son rôle dans ça, la banque centrale dans la bancarisation, elle est l'autorité des régulations. C'est elle qui régule. D'ailleurs, les trésors publics de la RDC se trouvent dans la banque centrale. Et dans toutes les opérations, au moment de la paie, la banque centrale fait une transaction avec les différentes banques, les banques qui ont en fait des relations au niveau de paie. La banque centrale le fait et puis tout est sécurisé. Donc, ce mécanisme est tellement sécurisé que nous ne pouvons pas avoir peur par rapport à cela. Alors, j'aimerais quand même vous poser une question qui est celle de savoir s'il y a des retards en termes de paiement par rapport à un agent de l'État ou alors s'il y a une erreur. Cette personne-là, cet individu doit faire quoi pour arriver à obtenir son salaire? En fait, faut d'abord détecter les problèmes. Pourquoi vous n'êtes pas payé? Parce qu'il y a certaines personnes, vous voyez, dans la banque, c'est un métier à haut risque. Le système bancaire doit être tellement sécurisé parce que même la Bible le dit, c'est où se trouve votre argent que se trouve votre cœur. Donc, en fait, pour que les banques commerciales sécurisent votre argent, vous devez être sûr d'abord de votre signature. Vous devez être sûr de toutes les informations que vous avez mises là-bas. Mais il arrive des fois aussi que vous êtes omis. Dans ces cas-là, la direction, en fait, elle est connue pour tout le monde. Vous vous rendez à la fonction publique, il y a un service qu'on appelle, il y a un service qui s'occupe de la paie que j'oublie, où tout devait être réglé. Si d'habitude vous êtes payé, il suffit seulement d'amener vos prêts, vos identités, vos différentes cartes de la fonction publique, vous déposez, puis vous serez payé. Ça ne prend pas beaucoup de problèmes, mais théoriquement, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais si nous les mettons dans les contextes congolais, ça peut vous prendre un peu de temps. Exactement. Alors, si vous devriez proposer une réforme pour améliorer cette bancarisation de la paie des agents de l'État, ça serait quelle réforme que vous choisirez? En fait, la réforme d'abord doit commencer par la population, les usagers de la bancarisation. Donc, en fait, nous devons leur faire comprendre que la bancarisation, c'est un outil utilisé généralement par des pays développés. Parce qu'il est difficile que si vous allez dans des pays développés, de trouver des gens qui circulent avec des grosses sommes d'argent. Non, ce n'est pas sécurisé. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Il y a qu'ici, en RDC. Donc, les agents congolais doivent comprendre. Donc, la réforme doit commencer par éduquer la population, éduquer la masse que la bancarisation, c'est juste un outil qui vous facilite le paiement. Ce n'est pas une manière pour l'État de vous escroquer. Cette éducation-là doit commencer où? C'est au niveau de l'État? On doit carrément insérer ça à l'éducation, au niveau de l'éducation, à l'école? On doit insérer ça au niveau de l'éducation, au niveau des écoles. Parce que déjà, la mentalité que nous avons, cette méfiance des banques que nous avons, vient de nos parents. Parce que c'est eux qui ont vécu certains systèmes que nous n'avons pas. C'est eux qui nous disent il ne faut pas utiliser les banques, il ne faut pas. Et puis certaines personnes regardent les coûts des différentes transactions. Récemment, j'étais dans une banque, il y a un papa qui dit la banque m'a volé. La banque m'a volé. En fait, parce que le papa ne savait pas qu'il y a des frais de tenue des comptes. Donc, une personne pareille aura toujours des méfiances. Donc, de certaines personnes, nous devons les expliquer que les services bancaires ne sont pas gratuits. Et lorsqu'on crée une banque, c'est par cela que la banque constitue son revenu d'intermédiation. D'où la banque ne peut pas dire que non, ça va, je vous rends ces services gratuits. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La banque nous rend ces services de paiement moyennant un frais. Et ces frais-là sont déduits dans notre compte. Okay. Mais par rapport aux revenus des individus, les banques peuvent s'adapter en termes de frais de tenue de compte. Oui, tout dépend du type de compte que vous avez ouvert. Okay.
En fait, il y a certaines personnes qui se plaignent. Si vous avez, exemple, un compte courant, vous avez un compte courant, il y a plusieurs frais que vous devez payer. Contrairement si vous avez un compte d'épargne, vous trouverez que si vous faites de vos dépôts, vous n'avez pas beaucoup de frais à payer. D'où les agents de la banque. Les banquiers devraient également aussi aider la population à comprendre. Parce que, ils ont de l'expérience dans ces domaines-là. Ils savent que chaque compte a des modalités de paiement. Quels sont les comptes que vous devez, si vous devez constituer l'épargne. L'épargne n'est pas un compte courant. Et le compte salaire n'est pas un compte épargne. Donc, tout ça, on devait faire de on n'explique pas ça dès l'ouverture d'un compte. Bon, parce que les agents supposent que vous êtes informé lorsque vous venez. Ils supposent. D'où, on peut commencer par informer la population, éduquer la masse par rapport à certaines activités bancaires. Parce que la bancarisation d'un État, c'est un déterminant du développement des pays. D'où la bancarisation, là, ne se limite pas seulement à la paye. Mais quand je parle de la bancarisation, je parle de la constitution des épargnes. Je parle de l'octroi des crédits. D'où parmi ces trois fonctions d'une banque, la plus importante, c'est l'octroi des crédits. Parce que c'est à travers les crédits qu'on peut investir et booster la croissance économique. Exactement. Merci à vous, M. Benjamin Kongolo. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. C'est déjà la fin de notre émission. Est-ce que vous avez comme ça un mot de la fin par rapport à tout ce qui a été dit sur ce plateau? Oui, en tout cas, moi aussi, je vous remercie pour moi de visiter pour la première fois votre beau cadre. Merci. Et nous devons dire que les systèmes bancaires congolais peut développer encore. C'est la population qui peut les rendre aussi développés. C'est lorsque nous offrons des comptes, lorsque nous l'utilisons fréquemment, nous allons les développer. Donc, nous ne pouvons pas se méfier de ces systèmes-là. Le développement passe par les canaux bancaires. Exactement. Donc, nous devons les utiliser pour développer l'économie congolaise. Merci, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Parlons Banque. On espère que vous avez aimé ces partages. Merci vraiment. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. C'est la fin de ce numéro de Parlons Banque. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Innov TV.